Pour finir, regardons l'influence des observations atypiques ou des valeurs aberrantes sur la régression linéaire. On fera cette analyse sur une base de données qui compare le poids du cerveau avec le poids du corps. Pour 28 espèces, nous avons mesuré ou estimé le poids du cerveau en grammes et le poids du corps en kilogrammes. Si on regarde la base de données, on voit que la plupart des espèces ont un poids de corps entre 0 et 550 kg. Mais on voit aussi quelques valeurs aberrantes, en particulier pour les éléphants et pour les dinosaures. Si on examine le poids du cerveau, on voit que pour l'humain, le poids du cerveau est assez large en comparaison avec le poids du corps. Et de l'autre côté, le poids du cerveau des dinosaures est très bas relativement au poids du corps. On a déjà vu avant que pour cette base de données, il ferait mieux de prendre les logarithmes, donc le logarithme du poids du cerveau et le logarithme du poids du corps. Si on fait cela, on obtient le diagramme de dispersion montré ici. Dans ce diagramme, on voit qu'une relation linéaire semble probable. Cette hypothèse est aussi confirmée par la corrélation. Si on le calcule, la corrélation est égale à 77%, donc la relation linéaire entre les deux variables est assez forte. Considérons donc la régression linéaire, logarithme du cerveau égale à A fois logarithme du corps plus B. Si nous estimons les coefficients pour la régression linéaire par la méthode des moindres carrés, on trouve la ligne rouge. Le coefficient de détermination est 61%. Cela veut donc dire qu'on sait expliquer 61% du logarithme du poids du cerveau par le logarithme du poids du corps. Examinons maintenant les résidus par le diagramme résiduel. Pour cet exemple, on va supposer que la régression linéaire est le bon choix. Donc, on ne va pas chercher pour une structure dans les résidus, mais on va examiner la valeur des résidus. Ajoutons la ligne de référence, donc le résidu égale à 0. En bleu, on voit les dinosaures. Pour les dinosaures, on voit que le résidu est assez large et négatif. En rouge, on voit le résidu pour l'être humain. On voit que le résidu pour les humains est positif, mais en valeur absolue, le résidu pour les humains est presque le même que pour les dinosaures. Par conséquent, l'humain est presque aussi atypique que les dinosaures. Pour les dinosaures, ça se traduit en un cerveau très petit en relation avec le corps. Pour l'humain, c'est l'inverse. Donc l'humain ou le cerveau de l'humain est assez large relatif à son corps. Si maintenant on retourne au diagramme de dispersion, rouge c'était la droite de régression, on voit que les dinosaures se trouvent à droite en bas. Clairement, ces trois observations ne respectent pas la tendance générale. Si on les supprime de la base de données, la corrélation augmente de 77% jusqu'à 96%. La relation linéaire entre les deux variables devient donc beaucoup plus forte en supprimant les dinosaures. Et ça se traduit aussi dans la droite de régression. Donc si on refait la régression sans les dinosaures, on trouve la ligne en bleu. On voit que la droite s'ajuste mieux aux bonnes données et on voit que la valeur R carré augmente de 61% jusqu'à 92%. En ignorant les dinosaures, le logarithme du poids du corps expliquera donc 92% de la variabilité dans le logarithme du poids du cerveau. Si on compare les deux droites de régression, on voit que la ligne en rouge est attirée par les valeurs atypiques. En conclusion, la technique des moindres carrés correspond à des estimations A et B très simples à calculer, donc c'est facile à trouver les valeurs A et B en utilisant les données, et elle se généralise sans problème à chaque dimension. Mais comme on a vu, la méthode est très sensible à la présence d'observations atypiques. En régression, on fait la distinction entre trois types d'observations atypiques. On a les points aberrants verticaux, on a les bons points de levier et les mauvais points de levier. Pour les points aberrants verticaux, on voit que la valeur de la variable dépendante, donc la variable y, est fortement différente des autres valeurs de y qui sont observées pour des valeurs similaires ou des valeurs égales de la variable explicative de x. Ces observations ont donc des valeurs y qui sont aberrants, mais des valeurs x qui sont normaux. Les points de levier, par contre, sont atypiques en valeur x. Les bons points de levier
auront une valeur extrême de la variable explicative, mais ils vont suivre la relation linéaire globale. Les mauvais points de levier auront aussi une valeur extrême en termes de x, mais ils ne suivent pas du tout la relation linéaire. Quelle est maintenant leur influence sur la régression? Disons que la ligne en orange est la ligne de régression, la droite de régression, si on ignore tous les points aberrants. L'influence des bons points de levier est minime. Vu qu'elle se trouve dans la bonne direction, la ligne ne va presque pas changer. Par contre, pour les points aberrants verticaux et les mauvais points de levier, l'influence sur la droite de régression pourrait être énorme. Les points aberrants verticaux vont attirer la ligne vers eux, mais ils vont l'attirer d'une manière assez parallèle à la ligne originelle. Le plus loin éloigné les points aberrants seront, le plus ils vont attirer la ligne. Mais le plus dangereux sont les mauvais points de levier. Les mauvais points de levier, certainement s'ils sont très grands, vont attirer la ligne et ça va changer la direction de la ligne de régression. Par conséquent, la ligne de régression ne va plus suivre la structure de la plupart des données. Pourquoi la méthode des moindres carrés est si sensible aux valeurs atypiques? Si on examine le critère des moindres carrés, le critère est aussi appelé le critère L2. Si on examine le critère des moindres carrés, ce critère est aussi appelé le critère L2, on voit que la méthode correspond à optimiser la somme des carrés des écarts entre les observations et les estimations de Y. Ces écarts sont donc la différence entre les valeurs que nous avons observées pour Y et celles qu'on avait estimées en utilisant la méthode de régression linéaire. Ce sont donc bien les résidus. Donc le critère d'un moindre carré est minimiser la somme des résidus au carré. Le manque de robustesse est dû essentiellement aux deux points. D'abord, tous les résidus sont exploités, y inclut les résidus des valeurs atypiques, et surtout, les résidus sont élevés au carré. Donc pour les valeurs atypiques, les résidus seront très larges, et si on prend le carré des valeurs larges, ça devient encore plus large, donc l'influence est immense. Pour ça, on a proposé des méthodes pour robustifier la technique des moindres carrés. Ces méthodes peuvent être décomposées en deux approches principales. Dans la première approche, on va modifier la fonction des résidus. On a vu sur le slide précédent qu'on doit minimiser la somme des résidus au carré. On voit qu'on utilise la résidus au carré. C'est donc une fonction des résidus. Appelons cette fonction ρ. ρ, pour le moindre carré, pour la technique des moindres carrés, va donc mapper t sur t carré. En changeant la fonction, on peut donc robustifier la technique. Une des options est d'utiliser la valeur absolue. Si on utilise la valeur absolue, ça donne la technique L1. Cette technique est plus robuste que la technique L2, vu qu'on ne va pas augmenter les résidus grands. Donc on ne va pas prendre le carré des résidus qui sont déjà larges. Mais les propriétés mathématiques sont moins attrayantes. La valeur absolue n'est qu'une des plusieurs propositions qui existent dans la littérature. Dans la deuxième approche, on va éliminer les résidus qui sont trop grands. On va donc d'abord ordonner tous les résidus au carré et on garde que les résidus qui se conforment à un certain critère. De cette manière, on obtient une somme des résidus au carré, mais une somme tronquée. Cette méthode est appelée Least Trimmed Squares ou LTS. Utilisons maintenant les deux techniques sur notre exemple. La ligne verte correspond aux régressions L1 et la ligne bleue correspond aux Least Trimmed Squares. On voit dans les deux cas que la ligne de régression suit beaucoup mieux la majorité des données. Clairement, l'influence des valeurs atypiques est diminuée. Ce qu'on doit retenir de ce chapitre, on doit être capable de construire un tableau de contingence complet, analyser et résumer les séries marginales et conditionnelles. On doit connaître la covariance et la corrélation. On doit connaître la technique des moindres carrés, donc être capable de faire une régression linéaire, analyser la qualité du modèle, exploiter la formule de décomposition de la variance et exploiter une technique robuste. Pour la théorie, on doit savoir citer et démontrer l'effet d'un changement d'origine et d'échelle sur la covariance et la corrélation.
On doit connaître la formule équivalente pour la covariance et on doit savoir citer et démontrer la moyenne et la variance pour la série des résidus et des valeurs ajustées, y compris la décomposition de la variance. En plus, on doit aussi savoir citer et interpréter la borne sur la covariance et l'équation de la droite de régression par la technique des moindres carrés.